Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart bien évidemment, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous regarderons de près l'investissement dans l'immobilier résidentiel avec Éric Groven, directeur immobilier du réseau France Société Générale. Nous tenterons de comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur ce secteur précis de l'immobilier résidentiel. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine. Nous resterons sur une thématique immobilière, mais plus ce côté investissement en direct d'un épargnant ou d'une épargnante d'ailleurs vis-à-vis d'un ou plusieurs biens immobiliers, puisque nous nous intéresserons à la location meublée et de manière plus générale à l'investissement locatif pour cette fin d'année 2023. Nous en parlerons avec Thibaut Rouleau-Dugage, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital, mais aussi avec Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Pascal Bossan, dirigeante de Bossan Conseil, sur cette possibilité offerte au sein d'un contrat d'assurance vie d'investir, oui, dans des terres agricoles. Ce sera donc la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques en matière d'investissement immobilier, mais dans le secteur du résidentiel. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Groven. Bonjour Éric Groven. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur immobilier du réseau France au sein de Société Générale. Alors pourquoi on décide de faire ensemble un focus sur le résidentiel? Parce qu'on lit déjà beaucoup de choses sur l'immobilier depuis plus d'un an maintenant, que ce soit de manière plus récente sur les SCPI, mais de manière plus globale sur le marché, en lien avec la hausse des taux pratiquée par les banques centrales, leur impact sur le crédit immobilier que l'on peut obtenir quand on est particulier, mais de manière plus générale sur le financement des opérations immobilières. On l'a beaucoup vu dans la logistique, le bureau ou autre. Le secteur de l'immobilier résidentiel n'échappe pas à cette dynamique. On a vu des investisseurs institutionnels, investir un peu moins, si on peut le dire ainsi, depuis le début de l'année, que ce soit en volume ou en montant. Comment comprendre un petit peu la dynamique à l'œuvre aujourd'hui sur ce secteur résidentiel et notamment pour la fin d'année 2023 ? Alors d'abord, on peut dire que le marché immobilier du résidentiel en cette fin 2023 est très perturbé. Que l'on parle de l'immobilier ancien, que l'on parle de l'immobilier neuf, que l'on parle de l'immobilier de placement au travers des SCPI, bien sûr, on voit bien que les cartes sont en train d'être rebattues et que les investisseurs s'interrogent sur la bonne stratégie à avoir. Alors, pour les particuliers, c'est une logique. Pour les investisseurs institutionnels, c'en est une autre. Mais dans tous les cas de figure, les gens cherchent à obtenir de la rentabilité, de la plus-value ou bien des deux, en fonction des classes d'actifs et de leurs objectifs de court, moyen et long terme. Ils s'adaptent, ils s'ajustent et c'est cette période d'ajustement qui est difficile à saisir et à comprendre. Et pourtant, il n'y a pas un jour où ne sort un nouvel article sur la crise de l'immobilier européenne, mondiale, française, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de questionnements en matière de valorisation, en matière de coût du financement, et donc du coup on essaie de comprendre si on est sur une dynamique ou en tout cas une transition qui va durer 1 an, qui va durer 6 mois, et surtout quel va être l'avenir de l'immobilier et notamment de cet immobilier d'investissement résidentiel. Alors, d'abord, il faut se rappeler que l'on sort d'une très longue période totalement inhabituelle dans laquelle l'argent était gratuit et ça a donné à tous de mauvaises habitudes, en particulier aux épargnants qui s'imaginaient pouvoir financer des biens pour leur propre usage ou pour l'investissement gratuitement, éternellement. Bien sûr, oui. On est revenu aujourd'hui dans un moment de marché qui est plus raisonnable, en tout cas plus conforme à ce qui doit se passer sur un marché des taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt réels, quand on le regarde bien, qui sont finalement proches de zéro. Vous prenez 5% de taux d'intérêt, 4,9% au dernier chiffre de taux d'inflation publié par l'INSEE. Finalement, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, des taux à 9% et à 10%. Donc, ce qui a fait la difficulté, c'est l'ajustement extrêmement brutal des taux d'intérêt. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est les dernières hausses des banques centrales marquent-elles le début d'une stabilisation
à laquelle pourrait succéder une période de baisse, ou bien est-ce que, et c'est le scénario central aujourd'hui, les taux d'intérêt pourraient rester durablement aux alentours de 5% si l'inflation ne baisse pas. Or, la mécanique du marché de l'immobilier, en particulier dans le résidentiel, c'est la mécanique des taux d'intérêt, celle au travers desquels les épargnants peuvent s'endetter. Des taux d'intérêt qui resteraient élevés, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle? Parce qu'effectivement, on imagine que c'est toujours mieux pour investir en immobilier d'emprunter pas cher, mais avoir un horizon au moins un peu plus clair sur ce sujet du coût du financement, est-ce que ça pourrait pas relancer un peu une dynamique sur l'investissement résidentiel? Si, mais d'abord, il faut que les investisseurs, les épargnants, les accédants s'habituent à cette nouvelle normalité. Bien sûr. Et ça n'est pas encore le cas. Et donc, il faut qu'il y ait une baisse des valorisations, forcément? Il faut qu'il y ait une baisse des valorisations et puis surtout, il faut que, ce que l'on n'a pas aujourd'hui, le marché des taux d'intérêt trouve une direction. Autrement dit, on est là et ça va continuer à monter ou on est là et ça va redescendre. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Et donc, l'incertitude liée à l'absence de direction des taux a pour conséquence un gel des transactions ou en tout cas une baisse formidable. Je regardais les chiffres de l'année dernière dans l'ancien 1 200 000 transactions et on parle pour cette année de 850 à 900 000 transactions. C'est une baisse considérable. Donc, dans une crise immobilière, le marché commence par se stériliser, il ne bouge plus, les valorisations ensuite s'ajustent, mais dans un deuxième temps seulement. Comment lire les différences qu'on peut voir entre le neuf et l'ancien, par exemple? Est-ce que l'épargnant doit mettre tout l'immobilier résidentiel dans le même sac ou au contraire regarder un petit peu les disparités qu'il peut y avoir? Effectivement, donc on a le sujet des valorisations dans l'ancien, puis dans le neuf, on a plus un sujet d'offres quelque part d'immeubles qui ont du mal à sortir de terre. Alors, d'abord, je voudrais profiter de ce moment pour rappeler quand même en matière d'immobilier quelques règles de base en période de crise à la destination des gens qui nous écoutent. La première des choses, elle est triviale, mais en immobilier, c'est comme en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça veut dire que ma première recommandation est de dire, si vous n'avez pas d'urgence personnelle à vendre et à réaliser votre immobilier, gardez-le. C'est le plus mauvais moment pour mettre un bien sur le marché. Je pense que la première règle, c'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le savoir, c'est dans les périodes de crise immobilière qu'on fait les meilleures affaires. Prenez tous ces appartements de 2 pièces, 3 pièces qui sont touchés par des DPE très mauvais, avec un risque d'avoir une interdiction de les louer, par exemple. Les propriétaires s'en débarrassent. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire les travaux, et puis peut-être parce que la copropriété ne les autorisera pas. Donc, il y a des affaires à faire en période de baisse, parce que la baisse des prix permet de faire des travaux, et ensuite ces travaux revalorisent le bien. Dernière règle de base, la patience. Les transactions étant gelées, il faut, pour un acheteur, patiemment attendre que les temps baissent. On pouvait, dans la période dorée, signer un appartement en quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, c'est quelques mois. Donc, patience pour ne pas se précipiter à vendre, patience dans la transaction, et puis capacité à intervenir pour capturer des opportunités quand il y en a, et il y en a. Il y en a pour les fonds immobiliers également quand on veut investir au travers de fonds, je ne sais pas moi, via un contrat d'assurance vie. On peut trouver aujourd'hui des bonnes affaires sur le marché de l'immobilier. On verra en tant qu'épargnant, même si on investit au travers d'un fonds. Alors oui, parce que notamment un fonds orienté en immobilier, par exemple, au travers d'une SCPI, on voit qu'un certain nombre de valeurs de parts de SCPI ont été récemment décotées par de très grands réseaux. Et c'est incontestablement le moment de se repositionner. Parce que on voit bien que les gérants, c'est une obligation réglementaire, ont dû adapter la valeur des parts à la dépréciation de leurs actifs. Et soit, si vous êtes déjà titulaire d'un contrat, vous pouvez réinvestir avec des prix moins élevés. Et puis, si vous voulez vous lancer, c'est le moment de le faire. Donc, moi, je pense que les fonds immobiliers présentent toujours cet avantage d'être assis sur des biens d'immobilier long terme. Attention, un investissement immobilier par un fonds, c'est une échéance de 5 à 8 ans. Si vous voulez faire une roulade rapide en 2 ans, là, vous vous exposez à des retournements de marché et de la perte en capital. Dernière question, Éric Groven, que faire avec l'immobilier neuf où on a l'impression que la situation est quand même particulièrement bloquée? Est-ce que les épargnants doivent être particulièrement prudents vis-à-vis d'un investissement en immobilier neuf? Je parle d'un investissement pour le coup. Alors, d'abord, il faut profiter du Pinel jusqu'à la fin de l'année parce que les dispositions existent encore et il y a encore cette niche fiscale. Vous savez qu'elle va disparaître. Donc, le premier conseil, c'est utilisons les dispositifs fiscaux
tant qu'ils existent. Ensuite, lorsque le dispositif fiscal aura disparu, acheter un bien pour l'investir et le louer pour préparer sa retraite, préparer des compléments de revenus, préparer sa transmission, c'est toujours une bonne idée. Mais aujourd'hui, face à la difficulté d'écoulement des stocks, les promoteurs, sous une forme ou sous une autre, accordent des remises qui peuvent être importantes. Donc, là encore, patience, se positionner sur un bien et la force des choses fera que les prix finiront par baisser dans des proportions qui peuvent être importantes. Merci beaucoup Éric Groven de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du réseau France Société Générale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous restons sur une thématique immobilière puisque nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement locatif et peut-être plus particulièrement la location meublée d'ici la fin d'année 2023, ce qui va nous amener à nous poser des questions en matière de coûts de financement, de niveau de prix en matière de marché immobilier, mais aussi de fiscalité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Vignal. Tout d'abord, bonjour Thierry Vignal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Mastéos, Mastéos qu'on ne présente plus, qui accompagne les épargnants justement dans des investissements immobiliers. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Rouleau-Dugage. Bonjour Thibaut Rouleau-Dugage. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Donc Cara Capital, un cabinet de gestion de patrimoine, et vous êtes plus ou moins expert sur les sujets fiscalité en matière notamment d'investissement locatif. Vous allez nous éclairer sur ce qui est fait, ce qui pourrait être fait et sur les effets d'annonce qu'on peut avoir sur la fiscalité de l'immobilier, puisqu'il y en a beaucoup en ce moment. On va commencer avec vous, Thierry Vignal, avec des questions qu'on doit vous poser tous les jours, des questions qui reviennent très régulièrement dans la presse, parce qu'on n'en a pas de réponse encore tout à fait exacte sur le sujet. Quand on voit un coût du financement plus élevé, des questionnements sur les valorisations en matière d'achat immobilier pour ensuite effectivement les mettre en location, est-ce qu'on n'a pas un risque, voire une réalité aujourd'hui de tassement des rendements en matière d'investissement locatif ? Oui, à l'instant T, c'est sûr que si les taux augmentent, c'est jamais bon pour un investisseur parce qu'on a envie d'avoir un rendement qui soit supérieur au taux d'intérêt. Bien sûr. C'est comme ça que l'équation fonctionne. Donc si les nouveaux taux sont à 4 ou 5 et que mon rendement dans des grandes villes tourne à 3, 3,5, je ne suis pas forcément gagnant. Donc ça nous affecte énormément, nous, dans le secteur de l'investissement locatif. Et on peut se consoler en se disant, et c'est vrai qu'on peut faire des super affaires en ce moment, on a des négos à moins 15, moins 20% qui passent. D'accord. Ouais. Et négocier sur le prix, ça restaure du rendement par c'est mécanique. Si je fais 10% de négo, je gagne 10% sur mon rendement. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut s'y retrouver. Et surtout, le taux, ça se renégocie à la baisse plus tard. Donc c'est temporaire. Donc pour l'instant, on négocie les biens immobiliers, si je comprends bien, et dans un second temps, on pourra peut-être renégocier le crédit. Mais où est-ce qu'on trouve du moins 15 ou du moins 20% en matière de valorisation de biens immobiliers ? C'est-à-dire qu'on va chercher quoi, des passoires thermiques essentiellement aujourd'hui ? Ça aide, c'est pas forcément le bon plan parce que après il y a des travaux à faire, bien sûr, ouais. Cher. Mais ce qui est vrai et ce qu'on voit pas forcément dans la presse IMO, c'est que les prix baissent un peu plus que ce qu'annoncent meilleurs agents. En fait, sur le terrain, on a vraiment des négos très agressives à 2 chiffres qui passent surtout à Bordeaux, surtout à Lyon, d'accord, ouais. Un peu à Paris. Et voilà. Bon, et il n'y a pas que ces villes. Après, il y a des villes moyennes qui résistent très très bien au retournement de marché et où on a des bons rendements. Mais là, il va falloir contrôler le niveau de tension locative parce que on risque de se retrouver dans des déserts locatifs. Et il y a quelques villes qui tirent leur épingle du jeu, qui sont pas chères et à forte tension, type Niort, Angoulême, ce genre de villes auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont à la fois rentables et peu risquées. Alors on reviendra peut-être sur effectivement les villes où il faut investir, ou en tout cas où à un instant T il apparaît peut-être plus intéressant d'investir, mais effectivement quand on baisse, ou en tout cas on négocie à la baisse des prix de l'immobilier, mais derrière il faut regarder effectivement si on va pouvoir louer son bien. Quand on est dans des villes où il y a une forte tension locative, est-ce que ça peut permettre d'aller chercher un rendement supérieur, ou de toute façon le plafonnement des loyers fait qu'on aura une rentabilité là aussi plafonnée ? Non, on ne va pas aller chercher plus de rendement, on va aller chercher moins de vacances locatives. D'accord. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on en a de moins en moins parce que l'effet pervers de cette hausse de taux, c'est qu'il y a de moins en moins de financement bancaire accordé pour les investissements locatifs, donc il y a moins d'offres
de location. Ça, on a des locataires qui sont de plus en plus nombreux parce que Bien sûr, ceux qui voulaient acheter une résidence principale se voient opposer des refus de prêt, donc restent par défaut locataires. Donc on a l'offre de location qui diminue et le rang des locataires qui augmente, et donc on se retrouve avec une tension locative qui explose. Alors ça génère une crise sociale qui est latente, Bien sûr, va émerger, et ça c'est terrible. En revanche, côté bailleur, oui, il y a moins de vacances et c'est beaucoup plus facile de louer à peu près partout en France, à quelques exceptions près. Donc le sujet, c'est plus la vacance locative que la possibilité d'augmenter un peu le loyer pour aller chercher le rendement qu'on aura perdu sur le crédit immobilier, par exemple, sans profiter de la crise, mais globalement pour rentrer dans ses frais. Et malheureusement, on n'est pas sur un marché où on peut librement fixer le prix. Il est plafonné par l'État dans la plupart des grandes villes, et je pense que c'est une bonne chose socialement, mais c'est vrai que on va plutôt jouer sur le prix que sur le loyer, et c'est d'ailleurs plus efficace. Donc en ce moment, profitons pour faire des offres à la casse. Et renégocier son taux plus tard, mais ce n'est pas via le loyer qu'on va créer du rendement. Petit point fiscalité avec vous, Thibault Rouleau-Dugage. Alors, il y a beaucoup d'annonces ou d'envie de faire ou de revoir la fiscalité en matière d'immobilier locatif. Je voulais commencer peut-être avec le sujet de la location meublée, puisqu'on a beaucoup parlé donc d'investissement locatif avec Thierry Vignal. Il existe aussi la possibilité peut-être de rentabiliser un bien via une location sur une plateforme donc, de location meublée de courte durée. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé avant l'été sur le fait que peut-être que le régime fiscal avantageux qui vient à, vous le direz mieux que moi, mais accorder un crédit de TVA finalement sur cet investissement, ou en tout cas sur les revenus de cet investissement, pourrait être remis en cause. Là, pour l'instant, on n'est que dans l'effet d'annonce. Est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur immobilier, la question est plus générale, craindre une revue de la fiscalité sur les revenus qu'on pourrait avoir ? Alors, la question est excellente, et effectivement, quand on parle de rentabilité immobilière, je pense que l'aspect fiscal, c'est essentiel de l'avoir en tête. Parce qu'une partie importante de la rentabilité vient de l'économie d'impôt que l'on peut faire. Aujourd'hui, en France, vous avez deux grands régimes fiscaux d'imposition des loyers. Vous avez la location nue ou la location meublée. Pour faire de manière schématique, la location nue est fortement taxée, la location meublée l'est beaucoup moins. Dans un certain seuil, jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à un certain seuil, effectivement. Puisque vous avez soit un régime de déduction forfaitaire des charges, vous abattez 50% de charges sur vos loyers, soit un régime réel qui permet de déduire un amortissement théorique du montant des loyers. Bien sûr. Et d'aboutir, dans la majorité des cas, à un résultat négatif. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Effectivement, on a beaucoup d'effets d'annonce en ce moment sur la refonte de ces régimes, ou éventuellement la création d'un statut un peu unique. Alors, tout ça, c'est des effets d'annonce. Oui, bien sûr. C'est pour ça que... Pour l'instant, il n'y a rien. La loi de finances qui a été présentée, le projet de loi de finances qui a été présenté la semaine dernière au Parlement ne contient rien en ce sens. On sait simplement qu'il y a des discussions sur le sujet, et ce n'est pas impossible que dans les mois et les années à venir, on voit des évolutions sur ce sujet. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'en fait, on a beaucoup de questionnements sur le marché immobilier, mais peu de réponses aujourd'hui, puisqu'on est dans une période de transition, et en même temps des effets d'annonce sur la fiscalité, donc peut-être un message un peu brouillé en matière d'épargnants sur est-ce qu'il faut que j'aille faire de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour moi, ou au contraire, est-ce que ce monde commence à devenir un petit peu plus complexe ? C'est d'où ma question. Alors effectivement, c'est des effets d'annonce, mais... Déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de cette refonte finalement vers un statut plus simple, si je comprends ce que vous nous dites ? C'est parce qu'il y avait une complexité fiscale à ce niveau-là, ou la raison est ailleurs ? Non, mais c'est que, en fait, le traiter de manière différente la location nue, la location meublée, il n'y a pas vraiment de justification. Donc on comprend la volonté de l'exécutif, du gouvernement, d'unifier tout ça dans un régime qui serait unique et qui serait beaucoup plus simple. Donc ça apporte à la visibilité de la loi, ce qui est important. Encore une fois, c'est pas fait, et on construit pas une stratégie immobilière de toute façon uniquement sur des paramètres fiscaux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On construit une stratégie immobilière avec une perspective de très long terme. On se place à horizon peut-être 20 ans, 30 ans. On initie même les sujets de transmission. Et c'est tous ces paramètres qu'il faut avoir à l'esprit, et non pas simplement le prisme fiscal, même si le prisme fiscal est essentiel parce qu'il conditionne la rentabilité, une partie de la rentabilité de l'investissement. Thierry Vignal, est-ce qu'il faut... Alors évidemment, on ne fait pas un investissement locatif en fonction de l'aspect fiscal. Est-ce que pour autant, il faut le prendre en compte et... J'allais utiliser le mot crainte, alors il va peut-être pas vous plaire, mais craindre une évolution de la fiscalité dans le mauvais sens sur les revenus d'un investissement locatif.
C'est vrai qu'on n'est pas chouchoutés, nous les investisseurs, dans les lois de finances, et encore plus ceux qui font du Airbnb à l'approche des JO. On parlait de la TVA, mais il y a aussi l'abattement, le fameux abattement qui va changer. Alors pour les Airbnb, c'est 71% d'abattement forfaitaire. Bien sûr, on peut juste cocher une case, alors moins 71%. Ça va être remis en cause. D'ailleurs, je précise que j'ai dit crédit d'impôt tout à l'heure, c'est un abattement dont on parle effectivement. Et ce pourcentage de 71%, et par rapport à de la location meublée non Airbnb où on est à 50%, et par rapport à du foncier où on est à 30. Ouais. Alors pourquoi cette différence? Parce qu'il y a une table Ikea, c'est du meublé, puis là je loue à des touristes. Donc Mais attention, parce que ça peut être uniformisé à la hausse pour tout le monde. Moyennisé, je pense. On ne sait pas. Oui. En fait, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc. En fait, on ne sait pas du tout. C'est vrai que ce qui est en débat aujourd'hui, c'est plutôt le fait d'appliquer un abattement de 50 pour tout le monde. Les 30% de location nue passeraient à 50, les 61 du tourisme passeraient à 50 aussi. Pour le régime réel, peut-être une suppression ou un aménagement des conditions d'amortissement. En fait, tout ça, c'est très nébuleux. Et c'est... alors, ce qui est certain, c'est que là, le projet de loi de finances, je vous le disais, a été présenté la semaine dernière au Parlement. C'est évident qu'on va avoir une kyrielle d'amendements là-dessus. Pour l'instant, il ne contient rien, mais c'est évident qu'au cours de la navette parlementaire, qui va durer jusqu'à la fin de l'année, on va avoir une quantité de mesures sur le sujet. Les députés vont s'en donner à cœur joie. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de manière attentive, quoi. Et de manière régulière, dernière question pour vous, Thierry Vignal, vous avez mentionné les JO, mais vous aviez mentionné Niort un petit peu plus tôt dans la discussion. Quand on est investisseur locatif, est-ce qu'on se dit que finalement les Jeux Olympiques de Paris vont porter Paris et donc on se cantonne à cette ville, ou au contraire, est-ce qu'on va chercher du rendement dans des villes peut-être moins connues, moins médiatiques, moins emblématiques du tourisme, mais où il y a peut-être d'autres possibilités de rendement ? Alors, les Jeux Olympiques, ils ont un impact sur les gens, les Parisiens notamment, qui ont une résidence principale, parce que parmi ces Parisiens, il y en a qui sont candidats à la vente et qui vont avoir tendance à reporter leur projet de vente en se disant que déjà, il y a du revenu Airbnb à aller chercher, parce que pendant les JO, on a un effet multiplicateur x3, x4 sur le prix de la nuitée. Donc là, on parle vraiment de budget conséquent, 15 000 € sur 3 semaines en moyenne. Ça représente 4% du prix médian d'un appart. C'est suffisant à décaler des projets de vente. Et par ailleurs, on a un impact historique des JO dans les villes hautes. On a reconstitué chez Mastéos, c'est en moyenne 17% entre l'année N-1 et l'année N+1. Donc si on prend tous les Jeux Olympiques depuis 2000, en moyenne, le marché IMO en nominal fait plus 17%. Entre N-1 et N+1. Et donc, ça crée des anticipations et des espoirs qui reportent les projets de vente et qui assèchent, qui raréfient l'offre, ce qui fait que les prix ne baissent pas parce que faute d'offre, même si la demande est en baisse, les prix ne s'ajustent pas. Et donc, on a un marché qui réagit en volume et pas en prix, donc avec des prix qui baissent finalement assez peu alors que la demande s'est effondrée. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Non, les JO, c'est vraiment très spécifique à Paris, même s'il y aura des épreuves à Lille et Marseille. Et en ville alternative aux grandes villes pas rentables, il y a ces villes moyennes qui résistent. Et Niort, j'adore, typiquement. Angoulême, j'ai pas le slogan, mais c'est des villes qui sont rentables, abordables et avec une tension locative excellente. Parce que ça, c'est du cas par cas. Niort, c'est la capitale des assurances et des banques. Et donc, on a des super locataires là-bas. Donc, il faut sortir des sentiers battus pour aller chercher du rendement. Merci beaucoup, Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos. Merci, Thibault Rouleau-Dugage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons pour finir avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir dans des terres agricoles via un contrat d'assurance vie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascale Bossan. Bonjour Pascale Bossan. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Bossan Conseil. Alors on va commencer par poser peut-être un petit peu le contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la problématique des terres agricoles en France aujourd'hui ? Alors, en fait, depuis 30 ans, la France artificialise environ 50 000 hectares par an. Donc on réduit chaque année en fait, la surface agricole disponible en France, qui est utile pour nous nourrir, pour la transformer concrètement en béton. Donc cette artificialisation, on estime qu'elle correspond à peu près à l'équivalent d'un terrain de football qui disparaît toutes les 7 minutes. C'est vraiment considérable. D'autant qu'on estime qu'on a à peu près un quart des agriculteurs qui va partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc le sujet de la protection des terres agricoles en France, c'est un sujet évidemment majeur et absolument crucial pour notre pays. Si on a donc autant d'agriculteurs qui vont ou qui ambitionnent de partir à la retraite, est-ce qu'on
qu'on peut estimer qu'il y aura du remplacement avec peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs? C'est ce qu'on espère, mais la difficulté qu'ils ont, ces jeunes agriculteurs, c'est l'accès au foncier. En fait, les terres coûtent cher. Et justement, l'enjeu, c'est d'essayer de les accompagner pour qu'ils aient accès à ce foncier de manière simple et qu'ils arrivent à exploiter en fait les terres. Et alors, est-ce qu'on peut, en tant que particulier, aider peut-être via, je ne sais pas, des solutions d'investissement pour permettre un accompagnement financier? Oui, absolument. Alors, quand on est un particulier, il y a plusieurs solutions pour investir dans les terres agricoles. D'abord en direct, ça concerne acheter soi-même des terres agricoles, c'est des investissements particuliers qui peuvent concerner, on va dire, des grandes fortunes. Lorsqu'on est, on va dire, monsieur et madame tout le monde, eh bien, on peut investir dans les terres agricoles de manière mutualisée. Il y a deux façons d'investir, soit en direct. Il y a des acteurs très connus comme Terre de Liens, par exemple, ou FIF, Fermes en Vie, qui proposent des investissements mutualisés. Et puis, ça c'est la nouveauté 2023, eh bien, on a la possibilité d'investir dans les terres agricoles par l'intermédiaire de fonds qui sont accessibles, qui sont éligibles à l'intérieur de l'enveloppe assurance vie. Donc, je trouve une nouveauté tout à fait intéressante à souligner. Et ça veut dire qu'on irait investir dans un fonds de la même manière qu'on irait investir dans un fonds obligataire ou un fonds action via un contrat d'assurance vie? Exactement. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté 2023. Alors, tous les assureurs ne proposent pas encore cette possibilité. À titre d'exemple, on a l'assureur Generali, par exemple, qui vient de référencer un fonds et qui plafonne à 30% maximum les possibilités d'investissement sur ce contrat, avec un contrat accessible à partir de 5 000 €. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on a cette solution d'investissement, en l'occurrence Vatel Capital, la société de gestion Vatel Capital propose un fonds qui s'appelle la SC comme société civile, Terre Invest, Terre au pluriel, et donc qui est un fonds exclusivement investi dans les terres agricoles et donc éligible à l'assurance vie. Est-ce qu'on a une idée du rendement qu'on peut avoir quand on investit dans les terres agricoles? Alors, évidemment, ce ne sont pas des placements garantis. D'accord. Ça, il faut bien être conscient de cela. Par exemple, la SC Terre Invest dont on parle, elle affiche une ambition de rendement, un espoir de rendement de 5% par an avant frais de gestion du contrat. Donc, on va dire 4% net de frais de gestion sur le contrat. Et en termes de niveau de risque, ce qui est affiché, c'est un niveau de risque égal à 2/7, 7 étant le maximum. Donc, un placement, on va dire, avec un risque plutôt limité. Et alors, si on veut investir sur ce type de fonds, où est-ce qu'on peut les trouver, Pascal Bossan? Donc, en fait, ce type de fonds est en train d'être déployé auprès de différentes compagnies d'assurance. L'objectif, c'est qu'il soit accessible par le plus grand nombre, accessible par le grand public, on va dire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a l'assureur Generali qui a été un des premiers à se positionner sur ce fonds-là. Et j'espère qu'il y aura d'autres assureurs qui vont suivre pour que ce fonds-là puisse être largement distribué et largement accessible pour le grand public. Donc, si je comprends bien, alors on connaissait l'investissement dans les forêts, par exemple, plus pour des sujets de transmission, mais pas que. Quand on veut avoir un patrimoine diversifié, on peut aussi aller vers des terres agricoles via le moyen simple que l'on connaît tous de l'assurance vie. Oui, voilà. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est de faire attention. C'est pas de mettre une quote-part majoritaire, évidemment, dans son placement, dans son contrat d'assurance vie de ce type de fonds. Mais je pense qu'un 5%, 10%, ça peut tout à fait être intelligent. D'abord, c'est une diversification, bien sûr, comme on vient de se le dire. Et puis, ça a beaucoup de sens quand même de contribuer, on va dire, à l'autonomie alimentaire, à la protection de nos terres agricoles en France. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Et accompagner des nouveaux agriculteurs qui se lancent et qui ont besoin d'un petit peu de financement. Merci beaucoup Pascal Bossan d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeante de Bossan Conseil. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.